Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres: 2 morts et une trentaine de blessés en Guinée. C'est le bilan des émeutes qui ont éclaté ce mardi matin lors d'une manifestation contre l'absence d'électricité dans une partie de la capitale, Conakry. En Libye, au lendemain de l'anniversaire de la Révolution, forte tension à Tripoli. Des milices armées ont lancé un ultimatum aux autorités pour qu'elles quittent le pouvoir. Nous verrons ce qu'il en est sur le terrain avec notre envoyée spéciale à Tripoli, Marine Cazalis. Et puis, on vous racontera la mésaventure des clichés de Samuel Fosso. C'est l'un des plus grands photographes africains. Sa maison a été entièrement pillée à Bangui, mais de précieux négatifs ont pu être récupérés. Un très beau document signé Roméo Langlois et Nicolas Germain. De nouvelles violences donc en Guinée. Une manifestation a dégénéré dans la capitale, Conakry. 2 morts, un civil et un jeune gendarme et une trentaine de blessés au moins. Des centaines de personnes étaient descendues dans les rues ce mardi pour dénoncer des coupures d'électricité récurrentes. Manifestation qui a rapidement tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Ils sont descendus par centaines dans les rues de Conakry pour dénoncer les coupures de courant qui plongent la ville dans le noir depuis 3 mois. Jeunes et forces de l'ordre face à face, jusqu'au drame. Un camion de gendarmerie encerclé par la foule écrase un manifestant. Un gendarme est tué à son tour. 2 morts confirmés, une trentaine de blessés et des manifestants très en colère. Ça fait combien de mois nous n'avons pas le courant? On en a marre de l'obscurité maintenant. Ça fait 4 mois, on n'a pas de courant. On est fatigué. On dit au professeur Alpha Condé de nous aider. Les enfants, nos enfants sont à l'école. Il y a d'autres qui font l'examen brevet. Ils ne peuvent pas réviser. Les autorités s'étaient engagées à réparer le transformateur à l'origine de la rupture dans l'alimentation en électricité. Promesse non tenue. Hier, sentant monter la colère, le gouverneur de Conakry a mis en garde les manifestants qu'il soupçonne d'être manipulés par l'opposition. Nous allons ordonner et autoriser la gendarmerie et la police. Moindre trouble public, l'interjet sera appréhendé ou arrêté et traduit devant la justice. La récréation, c'est terminé. Une quinzaine de quartiers de la capitale ne sont plus alimentés en courant. Les habitants de Conakry dénoncent le mépris du pouvoir qui n'entend pas leur exaspération. Et on passe à cet ultimatum en Libye. D'anciens rebelles ont donné quelques heures au Congrès général national, c'est la plus haute autorité politique du pays, pour quitter le pouvoir. Ultimatum lancé à l'avant-veille d'élections pour l'Assemblée constituante en Libye. On va retrouver tout de suite notre envoyée spéciale à Tripoli, Marine Cazalis. Marine, bonsoir. Alors, à l'heure où nous parlons, est-ce que l'ultimatum a pris fin? Et que se passe-t-il sur le terrain en Libye? Oui, l'ultimatum qui avait été donné a donc été dépassé, mais pour le moment, il n'y a aucun combat à signaler. La situation reste quand même floue à Tripoli. Depuis quelques heures, on entend de fortes détonations, mais ce n'est pas une situation complètement inhabituelle pour Tripoli. Aucun checkpoint n'a été mis en place au point stratégique, mais la plupart des routes restent vides. On entend encore donc des détonations et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la tournure que ces événements vont prendre plus tard dans la soirée. Et Marine, qui sont ces groupes armés donc, qui ont adressé cet ultimatum et que veulent-ils exactement ? Alors, il faut savoir que depuis une dizaine de jours, plusieurs annonces se sont succédées de la part de différents groupes, mais toutes vont dans le même sens. Toutes s'opposent au Congrès général national. L'annonce d'aujourd'hui a été faite par des membres des plus importantes, de 2 des plus importantes milices armées de Zintan, à l'ouest de Tripoli. Ces hommes dénoncent le fait que le Parlement ait prolongé son mandat au-delà du 7 février et lui demandent de quitter le pouvoir. Ils accusent notamment les frères musulmans et les groupes extrémistes d'être des maladies et d'être avec le Congrès responsable de la situation dans laquelle la Libye se trouve aujourd'hui. Ces hommes disent être les vrais révolutionnaires et dénoncent les attaques régulières contre l'appareil sécuritaire, police et armée. Un colonel de Zintan, à qui je parlais un peu plus tôt, accusait les frères musulmans et les islamistes de manière générale d'avoir un agenda caché et de vouloir prendre le pouvoir comme ils ont tenté de le faire en Égypte et en Tunisie. Cette annonce montre qu'une fois de plus, les groupes armés comptent jouer un rôle dans cette nouvelle phase de transition. Vous le disiez, les Libyens s'apprêtent à élire ce jeudi les 60 personnes qui seront chargées de rédiger leur nouvelle constitution et les hommes derrière l'annonce d'aujourd'hui ne remettent pas en cause cette élection, mais ces déclarations donnent une idée du climat dans lequel
constitutionnel dans lequel vont se dérouler ces élections. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Marine Casalis en direct de Tripoli. Et puis cette visite surprise, celle de John Kerry en Tunisie. Le chef de la diplomatie américaine a assuré au président tunisien que les États-Unis continueraient à soutenir le pays dans sa transition vers la démocratie 3 ans après la révolution. Le secrétaire d'État américain a rencontré le président Moncef Marzouki, mais aussi le nouveau Premier ministre Mehdi Djoma. Il a salué l'adoption récente de la Constitution en Tunisie, considérée comme la plus libérale du monde arabe. Le roi du Maroc, quant à lui, est en visite au Mali. Une visite officielle de 5 jours. C'est le 2e déplacement en 6 mois de Mohamed VI. Mohamed VI qui était l'invité d'honneur de la cérémonie d'investiture du président malien. C'était en septembre dernier. Le monarque semble donc décidé à ancrer la présence du royaume chérifin dans cette région du Sahel, profitant du retrait de l'Algérie. Une visite qui se tient au moment où se déroulent à Bamako des réunions préparatoires à des négociations de paix avec les groupes armés du Nord Mali, dont la rébellion Touareg du MNLA. Les négociations de paix sur le Soudan du Sud ont été ajournées à Addis Abeba, 5 jours à peine après avoir commencé, et elles ne devraient reprendre qu'à la fin du mois, alors que sur le terrain, les combats ne cessent pas. Les rebelles sud-soudanais ont lancé ce mardi une vaste offensive pour reprendre aux forces du président Salva Kiir à la ville stratégique de Malakal, capitale de l'État pétrolier du Haut-Nil, dans le nord-est du pays. Une première en Allemagne, un Rwandais a été condamné pour complicité de génocide. Un ancien maire, Onesphore Wabukombe, a écopé de 14 ans de prison pour avoir ordonné le massacre dans le nord-est du pays, à Kiziguro, par des soldats, des policiers rwandais et des miliciens Hutus, de plusieurs centaines de Tutsis qui s'étaient réfugiés dans une église. Il a annoncé qu'il allait faire appel. L'Allemagne avait refusé de l'extrader vers le Rwanda et donc engagé des poursuites contre lui en 2011. Un dossier long et complexe pour la justice allemande. En Centrafrique, un accrochage entre anti-Balaka et des soldats de la force africaine a fait 8 morts. Ça s'est passé dans l'ouest du pays, dans le village de Cantonnier, tout près de la frontière avec le Cameroun. Les appels à une intervention de l'ONU se multiplient. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, en déplacement en ce moment à Bangui, a appelé à plus de moyens pour mettre fin aux tueries qui se poursuivent dans le pays. Écoutez. Dans les prochains mois, au maximum 1 mois, 3 semaines, 4 semaines, il faut qu'il y ait une réaction. Il faut qu'on arrive à payer certainement les salaires. Et c'est toute une bombe sociale qui est là actuellement. Et comme je le disais, qui s'accompagne avec cette incapacité au niveau de l'État d'intervenir et aussi, bien sûr, les systèmes de gouvernance qui ne tiennent plus. Et donc, l'armée est quasi inexistante. Il faut certainement aussi aider à mettre la police, la gendarmerie en route, la justice, la cohésion sociale. Ce sont des questions fondamentales, je crois, qui nous interpellent aujourd'hui. Et il faut aider le gouvernement centrafricain à lancer ce dialogue-là rapidement. Et à présent, eh bien, nous allons continuer à parler de Centrafrique. Samuel Fosso, c'est l'un des plus grands photographes africains. Il est né au Cameroun et il était installé depuis son enfance à Bangui. Sa maison a été entièrement vidée, de précieux tirages ont disparu. Voyez ce reportage de Nicolas Germain et Roméo Langlois. Cette maison à Bangui appartient à l'un des plus grands photographes africains, Samuel Fosso. Au début du mois, elle a été pillée. Il ne reste plus rien. Nous retrouvons Samuel Fosso à Paris. Il avait fui la capitale centrafricaine peu avant que sa maison ne soit mise à sac. Ils n'ont rien laissé, sauf ce qu'ils ne comprenaient pas, comme la photo, peut-être que ce n'est pas important pour eux, les négatifs. Par chance, le photojournaliste Jérôme Delay se trouve à Bangui ce jour-là pour couvrir les violences. Il reconnaît les tirages et les négatifs éparpillés devant une maison et avec l'aide de Human Rights Watch, il les récupère pour les restituer cette semaine à Samuel Fosso. Les enfants disent hey, voici un blanc qui pille, Samuel Fosso vient de retrouver ses tirages, certains très abîmés, et cela lui procure un sentiment ambivalent. Heureux de les récupérer, et en même temps c'est un peu triste aussi, parce que les photos presque abîmées, et puis moitié brûlée, ça fait partie de l'histoire.
Samuel Fosso a été découvert lors de la première biennale de Bamako en 1994. Ses autoportraits valent aujourd'hui des milliers d'euros et ont intégré de prestigieuses collections, notamment au Centre Pompidou et au MoMA de New York. Son agent Jean-Marc Patras reste optimiste malgré les récents événements. Je suis convaincu que le travail de Samuel est pérenne, sera célébré après nos morts. Et là, ce qui s'est passé, ça permet un peu à Samuel de sortir du champ de l'art et de devenir un personnage un peu public, un peu au-dessus, une sorte de conscience. Parce que Fosso est une conscience. Samuel Fosso, lui aussi, garde bon espoir. Chrétien, il vit à Bangui, au cœur du quartier musulman de Miskine. En fait, moi, j'espère que ça soit possible de vivre toujours en harmonie, comme d'habitude, avec les chrétiens musulmans. Je souhaite, je veux, c'est mon vœu. Samuel Fosso espère maintenant regagner au plus vite Bangui et continuer ses autoportraits dans un climat de paix. Et on va revenir sur la condamnation de ce Rwandais à Berlin pour complicité de génocide. On va retrouver la liaison avec notre correspondante à Berlin, Anne Maillet. Alors Anne, comment s'est passé le travail de la justice allemande? Est-ce qu'il y a eu une collaboration avec les autorités rwandaises? Est-ce que des juges se sont rendus à Kigali? Écoutez, tout d'abord, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce procès a été une nouveauté absolue pour la justice allemande. Un procès pilote, pour reprendre le terme employé par le procureur de Francfort, pendant lequel 120 témoins ont été entendus et pendant lequel les juges se sont penchés sur un massacre, sur un génocide qui s'est déroulé il y a 20 ans au Rwanda, et ce, à plusieurs milliers de kilomètres de là. Donc cette condamnation a été vécue ici comme un signal très fort, mais avec néanmoins quelques points critiques soulignés par des experts indépendants, et notamment le fait que, contrairement aux enquêteurs, les juges, eux, ne se soient pas rendus au Rwanda. Ils n'ont pas pu vivre de reconstitution, ils n'ont pas pu voir de leurs propres yeux les lieux du crime ou encore se faire une idée plus précise de la situation politique actuelle dans le pays. Et c'est une brèche, bien évidemment, dans laquelle la défense s'est engouffrée pour remettre en cause la parole des témoins, pour critiquer et dénoncer le régime de Kigali qui, selon elle, manipulait ces témoins. Aussi, après 3 ans de procès, et même si, bien évidemment, les parties civiles ont salué aujourd'hui cette condamnation, leurs avocats, ou tout du moins l'un d'entre eux, a déclaré qu'il aurait préféré que ce procès se déroule devant le tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci beaucoup pour ces précisions, Anne Maillet, notre correspondante à Berlin. Et c'est avec vous, Anne, qu'on va refermer ce journal de l'Afrique. Restez avec nous dans un instant. C'est la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.